on est réunis ici pour lancer la campagne de votation qui aura lieu le 12 mars 2023 au ville de Genève. On remercie très chaleureusement les 5 artistes qui ont accepté de participer à cette journée de lancement de l'initiative. Pendant 2 heures, on a eu la chance de pouvoir les voir à l'œuvre ici à l'espace réseau de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on propose, Lucas, Anna et moi, un petit moment d'échange avec eux autour de leur travail et autour de la signification qu'ils prêtent à cette campagne. Et on va commencer avec Alex Valadi. Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en avant dans ce petit travail aujourd'hui et pourquoi vous avez accepté notre invitation de participer à cet événement? J'ai accepté l'invitation parce que je suis d'accord avec votre initiative. Et là, en fait, dans ce dessin, j'espère avoir été assez clair dans le dessin. Je voulais montrer en fait que non seulement la publicité prend de l'espace dans la ville, mais aussi dans les esprits des gens. Et les 2 personnages, donc il y en a un qui demande à l'autre à quoi il pense, il a rien et toi, rien non plus. C'est-à-dire que c'est même pas des véritables pensées, c'est de l'espace pour penser qui est pris. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, c'est très très clair et inspirant et aussi agréable à regarder. Katharina Freil, est-ce que c'est ce que vous avez dit, c'est là, c'est là, c'est juste? Voilà. Est-ce que vous voulez nous parler de cette vision que vous avez de réenchanter l'espace public? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. J'étais très. Je veux que vous m'entendez. Merci pour cette invitation. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Et dans mon travail, enfin, aussi artistique, ma posture vis-à-vis de tout ça, c'est de dire qu'il faut remettre, réenchanter en fait la vie, l'espace public, parce que l'espace public, il est bien à nous tous. Et puis, pour ça, il faut pouvoir s'émerveiller. Et puis, pour moi, il y a le réenchantement, ça a fait appel à la forêt, aller aux champignons, par exemple. C'est une activité qu'on peut faire et qui est tout à fait, c'est regarder, c'est tout d'un coup mettre une autre focale sur les choses. Quand on regarde, quand on cherche des champignons, tout d'un coup, notre regard s'aiguise. Il fait moi, je suis une grande chercheuse de champignons aussi. C'est pour ça que. Et puis, je trouve que c'est une activité vraiment qu'on devrait introduire, pratiquer à plus grande échelle. Les gens devraient aussi. Et aussi, les champignons, il y a plein de choses, ils communiquent, ils sont reliés, ils sont un exemple pour nous qu'on devrait un peu suivre, et puis on devrait s'inspirer, et voilà, être inspiré. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Marissa Cornero. Bonjour. Vous travaillez beaucoup sur les questions de migration, d'exil et aussi de lutte sociale et de lutte féministe, notamment en Amérique latine, mais aussi ici dans la Genève internationale. Merci d'être venu et de nous faire rêver, parce que vous travaillez aussi beaucoup sur le rêve. Oui, d'abord j'ai adoré beaucoup toute l'initiative. Merci de toutes les personnes qui ont participé. Et je pense que vraiment il faut penser tous ensemble. Donc le premier dessin, j'ai essayé d'un peu traduire ce que je trouvais le plus important, comment la peur, précisément que par exemple dans le pays du Chili, la droite a tellement bien utilisé pour qu'on ne puisse pas gagner et voter pour une constitution qui était un rêve pour l'humanité. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on... J'écoutais la phrase droite qui exprimait sur la peur, qui disait il ne faut pas se laisser prendre des décisions par la peur. Et donc le premier dessin il est là-bas, mais c'était un peu compliqué par le français. Et là, ce dessin pour moi, il parle vraiment d'un rêve à moi, je travaille avec mes rêves.
Et c'est une lutte que moi j'ai fait tous les jours aussi. J'ai des rêves qui me expliquent précisément où sont les vraies valeurs, comment on a besoin parfois de moins de choses qu'on croit, ou comme les choses simples sont vraiment magnifiques, que j'ai déjà dans ma vie. Mais le matin, quand j'ai ces rêves de partage, d'abondance, de justice et de paix, après il y a tout de suite le téléphone et la pub qui va venir derrière, et que chaque jour peut me faire complètement oublier mes rêves. Et bon, ça, à la dernière minute, j'ai choisi ça. Mais aussi, c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup de rêves où il y a des téléphones morts. Et avant, je faisais des rêves où il y avait des téléphones qui marquaient des choses. Et je ne sais pas pourquoi maintenant, dans mes rêves, les téléphones sont morts. Ils sont noirs, on ne voit plus rien. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Bon, question. Mais ça, je suis contente. Alors, Flynn Maria Bergman, c'était il y a 20 ans, c'est-à-dire hier. C'est le premier chapitre. Déjà, merci à tout le monde pour cette magnifique invitation. Donc, moi, j'écris une sorte d'histoire. J'avais aussi envie de faire des dessins. J'ai rempli toute une valise avec du spray, des craies, etc. Je pense que j'ai décidé d'écrire parce que pour moi, dans ce monde d'images qui de plus en plus vraiment prennent la place et sont presque l'équivalent du veau d'or, le texte ou la poésie, en fait, est vraiment, à mes yeux, une des formes de résistance la plus percutante et puis en même temps la plus humble. J'avais envie d'écrire aussi pour encourager à une forme de ralentissement. Voilà, une image, ça parle très vite, ça nous kidnappe, ça nous boxe dans les yeux, et puis en fait le temps de déchiffrer un texte, d'aller effectivement, de pouvoir osciller entre hier, maintenant et demain, à travers la lenteur de la lecture, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec les images. Donc moi, ce que je vous propose, je les disposerai les unes à côté des autres dans l'autre pièce si vous le souhaitez. Vous pouvez lire la petite histoire. En gros, c'est l'histoire d'une vision à New York il y a peut-être 20 ans en arrière ou même plus, d'une publicité qui disait voilà, buvez cette eau minérale, elle vous aidera à rêver. J'avais trouvé le truc quand même poussé un peu fort. C'était il y a déjà 20 ans. Moi, je trouve qu'on n'est même plus dans la publicité de nos jours, on est vraiment dans la propagande. Donc c'est une sorte de cri d'alarme en fait, en parlant de ce qui se passait il y a déjà un bout de temps. À mes yeux, on est déjà beaucoup plus loin. Et puis voilà, un chant du cœur pour aller davantage vers les mots, la sobriété, la poésie, plutôt que la propagande et les mensonges faciles des images et du capitalisme. Merci. Bravo. Christopher Torres. Alors bonjour et merci aussi pour l'invitation, belle initiative. Du coup j'ai fait 3 affiches. Celle-ci qui a été la première où j'avais, en gros j'ai pas pris assez suffisamment l'espace. Il y en a une deuxième que j'ai fait qui est dans l'autre salle là-bas où c'est en fait la répétition du mot pub, qui est un peu comme le matraquage publicitaire qu'on subit au quotidien avec toutes ces affiches. J'ai fait exprès aussi de choisir le noir et le rouge parce que c'est les couleurs de la propagande. Là, je dois encore rajouter Dégouline, qui est déjà écrit en dessous, mais en fait, ces coulures, c'est vraiment ce qui image pour moi la publicité, c'est-à-dire le vomi, en gros, qu'il y a trop, ça déborde, et je trouvais cette idée intéressante. Et sur l'autre affiche, le fait qu'il y ait une répétition, c'est aussi ce côté commercial,
etc. Où moi j'étais responsable d'une boutique de basket pendant 13 ans et j'ai vraiment vu ce qu'était la surconsommation et je suis tombé dedans et heureusement aujourd'hui j'ai réussi à en sortir. Donc pour moi c'est vraiment cette initiative arrive à un point pile dans ma vie et voilà. Et du coup c'est mon interprétation pour l'affiche. Bravo. Stéphane Montavon, dont on a pu apprécier les caricatures, notamment dans Gauche Hebdo. Ouais, bonjour. Alors moi, justement, je suis parti sur l'image, c'est-à-dire en reprenant les codes publicitaires, attrapage, tout ça, violence, tout ça à la figure, avec, en partant d'un Goliath qui s'appelle Saturne dévorant ses enfants, et puis avec le symbole du DVF ou de l'enfance, un peu les deux, pour bien montrer l'exploitation qu'on peut faire à la fois avec le Black Friday qui est payé le total. Et en fait, le manque de cette fièvre de consommation à tout prix. Voilà, je pense qu'on peut encore une fois applaudir et remercier tous les artistes qui ont été d'accord de participer à Alors peut-être juste un tout petit mot sur le concept, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Et puis là, on voit que ça marche super bien. Et donc l'idée, c'est que la campagne publicitaire du comité Oui à zéro pub, libérons nos rues de la publicité commerciale sera composée d'un certain nombre d'affiches faites par des artistes et puis d'un certain nombre d'affiches encore blanches dans lesquelles, au moment où elles seront posées dans la rue, on invitera la population et d'autres artistes, qu'ils soient en herbe ou qu'ils soient autres, à les coloniser pour éviter, entre guillemets, qu'elles soient éventuellement colonisées à mauvais escient. Donc on essaiera de faire venir... Par contre, ce qu'on sait, on l'a vu en 2017, il y a eu peu d'espaces blancs colonisés à mauvais escient. Les gens disaient ils étaient très peur, il va y avoir tout de suite des bites, je ne sais pas quel gros mot, quel truc, et ça n'a pas du tout été le cas. Et donc nous pensons qu'aussi lors de notre campagne, on va avoir une sorte de créativité populaire qui va nous permettre d'avoir des nouveaux slogans, des nouveaux dessins, et comme ça d'enchanter un peu une campagne politique avec des affiches variées, et pas simplement... entre guillemets, décidé et réfléchi par des communicants qui ont été payés pour ce faire. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous d'être là ou de rester pour ceux qui étaient déjà là en cours d'après-midi. Je vous présente nos intervenants. On a la chance d'abord d'accueillir de Paris Thomas Bourgenot, de Résistance à l'agression publicitaire France, chargé de plaidoyer, porte-parole. On a avec nous Delphine Wust, conseillère municipale verte en ville de Genève, et aussi très engagée dans les milieux artistiques et culturels genevois. On a notre ami Nicolas Ray de Sortir de la pub, basé dans le canton de Vaud. Et puis Christian Andrès, conseiller national socialiste pour le Parti socialiste genevois. Et avec nous, par Zoom, notre invité, qui, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique, que ça va marcher, Émilie Tricarico,
de Badvertising Campaign. Badvertising Campaign, basé à Bruxelles, mais qui travaille avec des organisations britanniques sur le thème de l'anti-pub et la mobilisation contre la publicité nocive. Alors, pour respecter le programme, je pense que la liste des intervenants sur le programme, on va commencer avec Nicolas Ray, sortir de la pub.ch. Tu es ingénieur en environnement et engagé sur l'anti-pub depuis plusieurs années. Et grâce à toi, à Genève, on en a beaucoup appris sur la mobilisation des anti-pubeurs dans le canton de Vaud et à Lausanne, mais aussi sur la réalité de l'action parlementaire concrète qui est menée dans différentes communes du canton de Vaud, puisqu'il n'y a pas qu'à Genève où on essaye et on avance avec des textes de loi concrets qui permettront de restreindre la publicité commerciale dans l'espace public. Et donc, sortir de la pub recense et documente cette action des parlementaires vaudois et suisses bientôt, j'espère, puisqu'il y a d'autres cantons qui sont concernés, sur l'anti-pub, et essaye de coordonner cette action en coordination avec le comité unitaire Genève Zéro Pub que je représente dans le tableau. Oui, merci Emmanuel. Ben, tu en as déjà dit beaucoup sur ce qu'on essaie de faire avec sortir de la pub. Effectivement, nous, on a créé ce groupe de coordination il y a un peu plus d'une année maintenant, avec cette volonté de faire passer ce débat du monde militant qu'on avait dans notre petit écosystème lausannois, de faire passer vraiment dans les conseils communaux, parce que ça faisait des années qu'il y avait des actions, des gens qui essaient de faire des choses, faire parler de ce thème. On trouvait que ça n'avait pas encore été beaucoup repris par nos politiciens, en fait. Et on a aussi constaté que dans les conseils communaux, ils ont beaucoup de pouvoir en fait pour décider de comment se déroule la question de l'affichage publicitaire sur le territoire d'une commune. Et que dans des villes notamment qui ont une majorité d'élus qui sont assez critiques envers la publicité, et ben, c'est tout à fait possible de supprimer l'affichage publicitaire sans qu'on doive passer par une récolte de signatures, un combat jusqu'au tribunal fédéral et voilà, des démarches qui peuvent durer des années. Donc nous on a vraiment pris ce chemin-là de se dire il faut qu'on arrive à convaincre nos élus d'essayer directement au niveau communal de lancer des projets, que ce soit un postulat, que ça reparte en municipalité, voilà, mais de choisir ce chemin-là plutôt que celui de l'initiative populaire ou de juste la désobéissance civile soirée après soirée dans les rues, quoi. Après, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il y avait quand même déjà des élus qui étaient sur le sujet, bien sûr, mais qui étaient un peu éparpillés. Donc, on a trouvé du côté d'Yverdon, du côté de Lausanne, du côté de Vevey, beaucoup de gens qui s'intéressaient en fait au sujet, mais qui n'étaient pas forcément connectés, qui n'avaient pas forcément fait connaissance, qui n'avaient pas le même vocabulaire, qui n'avaient pas les mêmes connaissances. Et nous, on s'est dit, on va essayer de les rassembler et puis que chacun puisse profiter des expériences des autres. Et notre but, c'est évidemment pas que de s'intéresser au canton de Vaud, mais aussi de pouvoir faire participer ensemble des communes ou des élus de Genève, avec Fribourg, avec Neuchâtel. Enfin, il y a vraiment, je pense, des choses à apprendre les uns des autres, même au-delà des frontières cantonales. Même si il y a quand même des lois ou des aspects réglementaires qui varient d'un canton à l'autre. Tout ne peut pas exactement se faire pareil dans chaque canton. On est encore un peu en train de découvrir ça.
Mais, On parlera de ce réseau roman et de ce réseau suisse et international au cours de cette table ronde, parce que tous les niveaux sont imbriqués. Christian Andrès, tu es une personnalité de gauche, bien connue des romans, conseiller national, spécialiste des questions liées au logement, mais aussi très engagé dans le combat syndical. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'engages avec nous dans cette campagne et pourquoi notre lutte résonne avec celle dans lesquelles tu t'engages au quotidien, au Parlement, où parfois la marge de manœuvre n'est pas très grande? Mais parce que je pense que c'est une bataille fondamentale, parce que ça pose, disons, fondamentalement comment est-ce que le capitalisme, la surconsommation envahit l'espace, privatise l'espace public, et ça se fait pas à pas, petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte. Et je voulais faire un lien avec l'initiative d'Active Trafic, climat urbain. Je trouve que la campagne qui a été menée montre bien cette dimension-là, et je fais une petite parenthèse, je pense que ce sera utile ces prochaines semaines, peut-être de travailler de la sorte également avec cette campagne-ci, parce que on voit plus ça, on voit plus qu'on ne peut pas faire 100 mètres, où dès qu'on lève le regard, on tombe sur des affiches, et des affiches publicitaires qui vont aussi porter un projet de société, parce que ça présente tout d'abord les personnes qui déambulent de la rue uniquement sous un angle de citoyenneté, mais un angle de consommation. Les gens sont présentés uniquement comme tels. Et ensuite, c'est que ça fait appel, disons, à des affects, et c'est basé sur des projets de société ou sur une idéologie de la société qui est profondément réactionnaire. On a le sexisme, ça je pense que c'est ce qui est le plus connu, mais on a aussi sur toute une série de véhicules, par exemple, des dynamiques de puissance. Enfin, il y a un vrai projet de société là derrière. Et je pense que de poser les questions en ces termes et de pouvoir aussi montrer aux personnes qui s'opposent en fait à ce projet qu'en réalité ils en sont également les victimes, et je pense notamment aux petits commerçants, parce que dans le débat ça sort beaucoup, qu'en fait ils n'ont rien à gagner avec la situation actuelle, puisque si vous allez, je viens de la gare maintenant, on voit quoi? C'est Ebel, Nestlé, Swisscom, mais j'ai pas vu les ventes d'affiches, de campagne d'affichage de la Touvière ou de petits commerçants locaux qui n'ont pas accès en fait à cet espace public. Donc je pense qu'il faut montrer effectivement aux gens, effectivement parce qu'il est beaucoup trop cher. Donc il faut reposer en fait avec cette campagne des questions de citoyenneté, que l'espace public soit aussi un espace où on peut délibérer, où on peut discuter, où on peut aussi poser des projets qui soient aussi des projets de rêve. Et je trouvais assez extraordinaire en fait les affiches qui ont été faites là. Je pense qu'elles résument assez bien, disons, les enjeux de ce débat. Donc voilà, autour d'une dynamique locale et assez technique, je pense qu'on peut vraiment poser des questions de fond. Et j'espère qu'on aura un espace pour pouvoir mener cette discussion. Oui, à propos du commerce local et de cet argument qui nous est toujours matraqué par la droite, Delphine Wust, donc tu es conseillère municipale verte, actuellement tu sièges dans le conseil municipal depuis plusieurs années, et tu as vécu ce débat houleux autour de notre initiative, alors que notre initiative est formulée en des termes extrêmement nuancés, qu'elle ne vise absolument pas une réduction de la publicité culturelle, associative ou caritative, ni de sponsoring. Le dialogue était un dialogue de sourds au conseil municipal. Malgré ça, vous avez réussi à imposer la vision d'initiative, et ce soir tu seras invité à l'émission Forum de la RTS pour lancer avec nous cette campagne. Comment est-ce que tu as vécu ce combat, et comment tu penses qu'il va pouvoir être mené au niveau de la rue maintenant, puisque nous serons présents avec des stands, mais aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi avec d'autres moyens qu'on doit encore imaginer pour convaincre la population de voter oui le 12 mars 2023. Je vais essayer de répondre. Je vais déjà m'entraîner ce soir à la RTS, puisque je serai face à quelqu'un d'assez vaillant. Courage, on sera avec toi.
que je voulais dire par rapport au PME, effectivement, moi j'ai suivi en commission cette initiative Zéro Pub et on nous a parlé des PME. On nous a dit ah mais les PME, les pauvres, en fait ils ne pourront plus faire de publicité. Alors ça a été réglé puisque les commerces locaux peuvent continuer à afficher sur leur vitrine leur propre publicité. Donc quelque part c'est réglé et comme on l'a dit, ça coûte trop cher en fait pour les petites et moyennes entreprises. On a eu en commission plusieurs justement petites et moyennes entreprises. Ce qui est assez rigolo, c'est que comme PME, il y avait la COP. Donc voilà, on trouvait ça pas très PME. Mais effectivement, les petits, c'est beaucoup trop cher pour eux. Donc ils font pas cette publicité. Ou de temps en temps, ils se mettent ensemble pour une publicité GRTA, mais du coup, ça devient quelque chose d'Agenda 21 et du coup, ça fait partie des affichages culturels, associatifs. Donc quelque part, ça entre pas dans de l'affichage commercial. Moi, j'ai entendu dire qu'à Lausanne, ils voulaient taxer la publicité. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est en train de se faire. C'est une initiative qui est lancée dans le canton de Vaud. C'est pas juste Lausanne. D'accord. Par les membres d'Agisson qui étaient là avec nous tout à l'heure et qui sont très actifs, qui ont plusieurs propositions citoyennes, mais cette proposition, c'est leur 3e proposition, donc c'est dans leur liste de priorités urgentes. Et puis, toujours à Lausanne, j'ai aussi entendu que les transports lausannois refusaient certains clients trop pollueurs pour mettre sur leur bus et transport public. Donc, quelque part, c'est aussi un combat, finalement, qui émerge un peu partout, pas juste à Genève. Je prends encore un autre exemple bien plus loin, qui est au Mexique. Alors, c'est pas de l'affichage public, mais quelque part, ça en fait partie pour moi. C'est le Mexique qui est le numéro 1 sur la malbouffe et sur l'obésité. Et du coup, les autorités ont décidé en 2020 de prendre ça en charge et d'interdire les petits animaux rigolos sur les paquets de céréales pour les enfants. Donc du coup, il y a des gros carrés noirs maintenant, il n'y a plus les lapins rigolos et tout ça. Et ça, je trouve ça intéressant de voir que finalement, partout dans le monde, on prend conscience qu'il y a un problème avec cette histoire, avec la publicité. J'aime beaucoup effectivement le dessin de Baladi, ça me fait aussi penser à la phrase du PDG de TF1, c'était en 2004, donc c'est aussi à presque 20 ans, qui parlait de temps de cerveau disponible pour les marques. Et c'est vrai que cette affiche me fait beaucoup penser, celle de Baladi me fait beaucoup penser à ça. Et on a besoin de se libérer l'esprit pour pouvoir justement penser, juste penser. Et notamment, si on revient sur Genève, il y a des quartiers où il n'y a pas de publicité. Des quartiers chics, comme la Rade, comme la Vieille Ville. Parce qu'on sait que c'est important que les gens, quand ils se baladent en Vieille Ville ou qu'ils se baladent au bord du lac, qu'ils n'aient pas une pollution visuelle. Alors c'est étonnant de se dire que, bon, pour les quartiers populaires, comme la Servette et Charny, c'est peut-être moins grave, puis autant qu'ils consomment ces gens-là. Peut-être un dernier point, c'est sur le surendettement. Parce que dans les publicités, il y a bien sûr tout ce qui pousse à la surconsommation, mais il y a aussi le crédit à la consommation pousse aussi les gens à consommer. Et on voit il y a une grande liste d'associations à Genève qui travaillent sur aider les gens à se désendetter. Ça montre bien qu'il y a aussi un problème de ce côté-là qui est de nouveau lié à la publicité. Voilà, je fais peut-être une pause. Tout à fait, merci Delphine Wüst pour cet éclairage. Thomas Bourgeonneau, tu es, si je peux te tutoyer, à la pointe de ce combat en France, et là vous avez franchi d'autres étapes que nous on devra affronter dans les années et décennies à venir. RAP existe depuis 30 ans, vous avez 4 employés salariés et des groupes locaux actifs dans plus d'une dizaine de villes françaises. Vous êtes aussi souvent sollicité par le réseau international Subvertiser International pour animer des débats sur la publicité, et puis vous menez des actions qui parfois vous amènent à avoir des ennuis ou judiciaires ou en tout cas à partir avec les médias conservateurs qui estiment que vous allez trop loin dans votre combat. Un de vos derniers combats, c'est qui concerne aussi maintenant le contrôle qui est repris dans d'autres communes de Suisse, c'est les panneaux lumineux.
qui, selon vous, sont aussi envahissants, voire plus cognitivement que les panneaux d'affichage papier. Vous vous engagez aussi beaucoup sur la question de la publicité pour les énergies fossiles. Vous vous êtes notamment adressé aux participants de la COP27 en étant parmi les principaux signataires d'une lettre ouverte pour l'interdiction des publicités et du sponsoring des entreprises fossiles. Cette COP27, elle a récemment eu lieu en Égypte. Est-ce que vous avez l'impression que notre mobilisation à Genève vous renforce, et comment est-ce qu'on peut, quels sont pour vous les défis à venir pour Rap France? On peut en parler pendant des heures, mais peut-être vous pouvez nous donner quelques indications des voies que vous allez poursuivre, et puis en quoi ce réseau international que nous constituons est important pour vous. Alors déjà merci pour l'invitation. Alors effectivement, si Genève arrive à se passer de publicité commerciale, pour nous ce sera un excellent argument, parce que effectivement on existe depuis 30 ans à Résistance à l'agression publicitaire. On a réussi à bien convaincre la population que la publicité c'était un problème, parce que moi je milite dans ce milieu depuis une vingtaine d'années. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, quand je disais que je m'attaquais à la publicité, les gens ils me demandaient « t'as pas d'autre chose à faire dans ta vie ?» Aujourd'hui, ils font le lien entre les étés un petit peu chauds qu'on a, la surconsommation et les injonctions perpétuelles à la consommation, et notamment des produits les plus polluants, puisque effectivement c'est pas les PME ou les petites entreprises locales type la boulangerie ou la supérette qui vont avoir besoin c'est même pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de faire un panneau en 4x3 illuminé, clignotant, pour dire que ici on fait du bon pain. Je veux dire, on a été, c'est dans notre quartier, on a acheté du pain, et ben s'il est bon, on y retourne, on n'a pas besoin de nous matraquer comme le font les publicités automobiles par exemple, qui nous martèlent tout le temps que la voiture c'est la liberté, la voiture c'est un instrument de séduction pour les hommes sur les femmes, toujours dans ce sens-là, tout simplement parce qu'on sait que c'est pas la vérité. Il suffit d'avoir pris une voiture un jour, d'avoir été coincé dans des bouchons, d'avoir roulé, d'avoir tourné pendant 20 minutes pour trouver une place. Dans la publicité, on ne voit pas ça. Dans la publicité, on voit une voiture qui roule dans une ville vide et qui s'arrête juste devant l'endroit où elle devait aller. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de matraquer des messages, parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de mentir pour parvenir à nous convaincre et nous marteler. Donc c'est exactement ça. Ce dessin était effectivement très parlant, puisque on a l'impression qu'on n'est pas colonisé, mais nous ce qu'on appelle c'est vraiment à décoloniser nos imaginaires de l'imaginaire publicitaire et donc marchand. Voilà. Je rebondis juste peut-être sur le fait d'axer la publicité. La phrase exacte de Lelay, donc le PG de TF1, c'était notre métier, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible. Et donc ils font des programmes pour rendre le cerveau disponible. Donc, ils font je me permets cette précision parce que quand les villes vous disent on a des contrats avec des afficheurs publicitaires pour pouvoir récupérer de l'argent, en fait ils récupèrent de l'argent certes, mais ils le font en vendant vos cerveaux à des grandes marques que j'en ai cité une, ce sera la dernière, mais voilà, c'est pour vendre vos cerveaux à des grandes marques et ensuite vous dire mais regardez, ça paye des abris voyageurs, je ne sais quoi d'autre, et en fait ça crée une dépendance. Et nous, notre problème qu'on a on en a beaucoup discuté dans notre association sur la taxe, c'est que la taxe ça va créer encore une dépendance. Parce qu'une fois qu'on a cette taxe, ça rapporte de l'argent à l'État ou au comté ou à la ville, et si on veut diminuer la pression publicitaire, les politiques ils vont dire ouais mais ça rapporte, et nous de l'argent on a besoin pour les crèches. Alors ça on l'a fait beaucoup pour défendre la publicité, nos élus le font en disant oui mais ça paye les crèches.
Ok, super. Donc c'est toujours mieux que ce soit pas tout taxé, hein, je suis d'accord, parce que donc ça paraît bizarre d'avoir une activité qui est pas taxée, mais il y a aussi un autre penchant qui est un peu plus compliqué, je trouve, et du coup je préfère moi personnellement l'initiative zéro pub, puisque bah, là on n'a plus la dépendance. Par contre on continue. Alors il ne faut pas que vous veniez à Paris, hein, parce que si là vous trouvez que vous avez trop de pubs et que vous n'avez pas, enfin nous la pub culturelle elle est quasi absente, à part les grands blockbusters théâtraux sur les colonnes Maurice, mais les petites associations théâtrales de quartier n'ont absolument aucun espace pour parler. Moi sur le chemin de la gare j'ai vu plein d'affiches qui n'étaient pas du commerce pur, et nous tous nos panneaux ils sont lumineux, tous. Donc voilà, mais c'est bien si vous le faites, si vous arrivez à avoir cette initiative. En tout cas, nous, ça nous donne un débit, parce qu'avant, on avait Sao Paulo, mais Sao Paulo, ils sont revenus. On avait un peu Grenoble, mais Grenoble, c'est pas tout à fait sans pub non plus. Et du coup, voilà. En tout cas, pour nous, vos conseils ont été précieux pendant ces 4 années, et puis de pouvoir nous inspirer de vos argumentaires, de vos actions. On pourra peut-être encore discuter tout à l'heure de cette tension entre l'action directe, radicale, contestataire, qui implique parfois d'enfreindre la loi et qui comporte des risques, et puis la stratégie beaucoup plus raisonnable, rationnelle, qui implique de discuter avec les autorités, avec nos adversaires politiques, pour faire avancer le sujet. Et on est un petit peu avec cette initiative entre les deux, bien que nous avons réussi en fait à formuler les choses de manière à les rendre acceptables par le plus grand nombre, et on espère vraiment gagner cette votation. Alors, Émilie Tricarico, vous, entre Bruxelles et Leeds, vous vous engagez en particulier sur la question de la publicité pour les énergies fossiles, à travers Ban Advertising Campaign. Vous avez interviewé Luca Luisoni du réseau Action de Croissance et du comité unitaire Genève Zéro Pub, ce qui nous a aussi ouvert de nouvelles perspectives, nous a permis d'être relayés dans les médias allemands et polonais et même français. Comment est-ce que vous voyez ce réseau international en constitution? Est-ce que vous pensez qu'il faut thématiser cette lutte sous des angles particuliers, ici l'angle climatique, ou est-ce qu'on peut faire des campagnes généralistes sur l'anti-pub? Parce que c'est parfois ce qu'on nous reproche, mais vous visez trop large, n'importe qui a besoin de parler de son travail pour gagner sa vie, la publicité c'est simplement de la communication normale. Comment est-ce que vous voyez la chose, la stratégie à adopter? Oui, j'espère que vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien, oui. Oui. Merci pour l'invitation déjà. Et oui, donc c'est une très bonne question. En fait, nous, justement, notre angle d'approche, c'est vraiment la publicité et les activités de sponsoring qu'on dit climaticides. Et on a donc 3 secteurs principalement d'attaque, c'est les énergies fossiles, le secteur automobile et aérien. Mais on sait que c'est pas que des secteurs, il n'y a pas que ces secteurs qui sont problématiques pour le climat. Et on sait que pour le climat, il faut aussi une réduction de la publicité en général. Mais en fait, on utilise cet angle d'approche parce que pour demander moins de pub au final. En fait, Ab Advertising, tout le monde qui travaille derrière la campagne, sait très bien qu'il faut moins de pub en soi, mais on veut déjà demander une interdiction de certaines pubs pour justement parler de diminuer la pub en général dans le futur. Et je pense qu'à l'international, c'est quelque chose qui marche vraiment en ce moment avec le fait que la population prend beaucoup plus conscience de la crise climatique. Et il y a aussi beaucoup des campagnes climatiques, des activistes pour le climat qui en fait prennent conscience du problème de la publicité comme en fait une barrière à la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça c'est aussi un angle d'approche très important.
Mais je ne sais pas si vous voulez savoir plus de la campagne ou comme ça, que j'avais préparé quelques slides au cas où, mais je vais parler de ça plus tard si jamais. Oui, peut-être qu'on peut en reparler tout à l'heure. Je voulais savoir vos impressions par rapport au Black Friday et puis à cette idée qu'on peut tirer profit paradoxalement de cette agitation commerciale pendant cette semaine-là, puisque on s'inscrit contre le Black Friday, on célèbre la journée sans achat, comme l'a rappelé Luca Luisoni, et puis on sait qu'on a avec nous des personnes qui se manifestent dans les quartiers, dans les maisons de quartier, dans les associations, en organisant des actions ponctuelles, peut-être symboliques, contre l'obsolescence programmée, pour plus d'engagement dans le recyclage des déchets. Beaucoup d'actions citoyennes sont menées pendant la semaine du Black Friday. Malheureusement, il y a aussi des débordements, des actions violentes ou des groupes qui ne veulent pas forcément être associés à une action publique par peur d'être récupérés par l'establishment médiatique ou par les partis politiques, même s'ils sont de gauche. Alors, comment vous voyez cette interaction entre ces différents modes d'action, puisque finalement on cherche tous à réduire la pression publicitaire, nos buts sont communs. Je commence peut-être avec vous, Nicolas. Oui. Bon, alors, est-ce que le Black Friday c'est le bon moment pour communiquer? Je pense qu'il y a pas de mauvais moment. Hein. De toute façon, c'est vrai des fois on se demande est-ce que à essayer de parler de notre sujet, finalement, on n'envahit pas encore un peu plus l'espace de communication qui est déjà bien rempli. Maintenant, bon. Moi, en côtoyant des élus qui avaient un projet dans leur commune de vouloir faire un postulat pour demander l'interdiction de la publicité, je me suis chaque fois retrouvé en face de gens qui me disaient mais non, mais c'est très bien qu'il y ait des actions aussi dans la rue, qu'il y ait des affiches qui soient collées dans la rue, qu'il y ait des... Voilà, parce que en fait, plus on parle du sujet, plus ça aide ensuite les politiciens à faire avancer leur projet, quoi. Donc j'ai plutôt senti des incitations de la part du monde politique à ce que les actions de rue se poursuivent. Alors je sais pas si mes collègues qui sont là à côté de moi abondent dans ce sens, mais en tout cas c'est ça que j'ai senti. Et puis je voulais juste préciser aussi qu'à sortir de la pub, on est vraiment pour une suppression de l'affichage et non pas pour taxer l'affichage pour les raisons qui ont été évoquées. Et c'est vrai que finalement, il y a plein de sortes de pubs différentes. Il y en a vraiment plein qui sont problématiques, que ce soit pour les problèmes dus au sexisme des affiches ou aux problèmes liés au climat ou aux dépendances, les problèmes de jeux d'argent, etc. La liste est super longue, on vient de rajouter, mais voilà, on a vu, il y a la FRC qui se plaint des affiches pour les assurances maladie. Donc en fait, peu importe l'affiche qu'on regarde, il y a quelqu'un qui a une bonne raison de se dire non mais c'est pas ok en fait. Et du coup, nous ça nous convainc que la meilleure solution c'est de supprimer toutes ces affiches, quoi, sans distinction. Parce que sinon on va régler le problème mais partiellement, et en fait on va jamais réussir à s'attaquer à l'entièreté du problème si on y va partie pas comme ça, je pense. Est-ce que Christian Andrès, tu veux réagir à cette question? Peut-être un mot. Je pense que c'est utile de montrer dehors, disons, dans la rue, disons, ces problèmes, d'attirer l'attention effectivement de la population là-dessus. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure le travail qui est fait par Active Trafic. Je pense qu'il est fondamental parce que du nouveau, on ne voit plus en fait ces affiches.
on est tellement envahi effectivement par ces images qu'on finit par pas plus se rendre compte en fait de l'impact que ça a sur l'espace public. Donc je trouve que c'est utile de faire aussi un travail sur l'espace public, même si évidemment il est complémentaire avec d'autres types de démarches de nature plus institutionnelle. Et puis peut-être quand même aussi rappeler un point, c'est que autour on vise avec cette proposition qu'une partie en fait de la publicité, c'est une partie même assez réduite parce que j'ai été voir quelques chiffres, c'est l'affichage public, c'est 16%, entre 10 et 15%. 9% en 2021, 16% en 2020 pour la Suisse. Et une bonne partie, effectivement, de la publicité ne serait pas touchée par cette proposition. Et puis on a aussi, effectivement, la publicité qui peut se faire de manière directe. On parlait des PME tout à l'heure ou de la boulangerie. Je pensais à la Touvière, mais la Touvière fait de l'information directe par mail auprès des personnes, auprès de sa clientèle. Donc ça, c'est pas touché, effectivement, par cette proposition. Puis l'autre aspect, c'est aussi le coût, qui a un coût extraordinaire, à la fois climatique, mais c'est les milliards qui sont investis effectivement dans la publicité et qui sont quand même supportés par les consommateurs finaux et qui sont supportés aussi à leur détriment parce que, comme tu l'as relevé tout à l'heure, c'est que c'est pas pour acheter du pain qu'on incite les gens à regarder ces affiches, mais c'est pour d'autres choses et d'autres choses qui ne répondent pas nécessairement à des besoins. Et donc on va essayer de polluer l'imaginaire mental des gens pour effectivement les amener à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et du coup, il y a une forme de manipulation qui évidemment est inacceptable. Donc je pense que face effectivement à ces scandales, c'est utile de faire des démarches qui soient citoyennes et de rue, à mon avis, c'est incontournable. Oui, je voulais compléter aussi par rapport à ce que tu dis. Effectivement, la publicité, l'affichage dans l'espace public, c'est un petit pourcentage. Nous, on nous a aussi dit, mais du coup, s'il n'y a plus d'affiches dans l'espace public, tout va se reporter sur les GAFAM, la publicité, tout cet argent, justement, va repartir pour d'autres gens qui payent toujours pas d'impôts chez nous. Alors, pour nous, c'est un premier pas, en fait. Effectivement, mais il faut commencer quelque part. Et puis, on sait bien que les campagnes de communication, c'est du mix média. Donc, on met de l'argent dans l'affichage. Enfin, c'est le fait... le cerveau, il fonctionne aussi comme ça. Il a vu une affiche, il a vu sur son téléphone le même, donc il reconnaît, puis il a l'impression que c'est un copain, la marque, parce qu'il l'a vu plusieurs fois dans différents contextes. Et du coup, il a mis, et puis du coup, il va dépenser. Donc déjà, d'en enlever un, c'est un premier pas. Après, effectivement, je me tourne vers toi pour au national travailler sur les GAFAM. Voilà. Et puis, par rapport au fait que ce soit le Black Friday, moi j'ai entendu aussi, c'était peut-être en France, qu'il y a un Green Friday qui s'est mis en marche sur les commerces de proximité aussi pour lancer des choses où c'était Made in France, le bleu, blanc, voilà. Et puis, je fais un peu un pas de côté, mais c'est vrai qu'on a, on a notre salon de l'auto qui est mort aussi, et qui a laissé la place à un salon de la mobilité douce, mais il faut aussi le relever et puis être content de ça. Mais ça enrage nos adversaires politiques. Et il faut... Et ça enrage, et donc ça laisse augurer de combats encore plus âpres. En France, est-ce que les politiciens se saisissent du sujet? Comment est-ce qu'on peut travailler avec eux? Alors sur le salon de l'auto, en France, on a 3 grands constructeurs mondiaux, et donc ils sont pas du tout prêts à abandonner le salon de l'auto. Donc ça, pour le coup, on l'a eu là même en octobre dernier. Ça faisait 4 ans qu'ils l'avaient pas fait. Ils étaient très contents de montrer tous les véhicules électriques qui vont sauver la planète, selon eux. Sur le Black Friday, c'est vrai que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, enfin en tout cas en France, je sais pas en Suisse, mais en France on va dire ça, ils ont commencé il y a une toute petite dizaine d'années. Assez rapidement le tissu associatif militant écolo qui est assez actif, donc les attaques, les Greenpeace, les WWF ont commencé à faire des mobilisations. À tel point que aujourd'hui, alors ça s'est un peu calmé des deux côtés. Et je me demande à quel moment, nous les associations, il faudra qu'on arrête d'en parler, parce que j'ai parfois l'impression que les associations en parlent plus que les marques. Mais donc ça nous permet quand même de montrer que ça sert à rien de vouloir à tout prix faire des promos tout le temps, d'autant que le Black Friday quand même globalement c'est des promotions qui sont un peu fallacieuses, dans le sens où on va faire passer le prix de 100 €
à 80, mais en fait, il y a 3 jours, il était déjà à 80. Comme ça permet de mettre moins 20% et puis d'inciter les gens à acheter. Là, il y a des trucs qui se font pour que ce soit interdit, mais c'est difficile à contrôler. Mais globalement, le Black Friday, je pense que en tout cas cette année, moi j'ai pas vu une débauche publicitaire. J'ai l'impression qu'ils se calment un peu parce que ils sont un peu revenus là-dessus en se disant bon, après c'est peut-être parce qu'ils ont pris conscience avec l'été qui est venu là, je ne sais pas. Émilie, Tricarico, vos efforts, vous les déployez vers qui en fait? Qui est-ce que vous devez atteindre avec votre campagne? Et est-ce que le fait de pouvoir mener des campagnes décentralisées, et notamment par le biais des réseaux sociaux, est un avantage pour en fait mobiliser des publics différents dans différents pays où peut-être l'opinion publique n'est pas sensibilisée exactement de la même manière? Oui, en fait, on a différents angles d'approche. Je vais peut-être passer quelques slides. Donc, ça, c'était. Avec la campagne, en fait, on veut principalement problématiser la publicité climaticide comme une barrière pour la lutte contre la crise du climat. Et on fait ça avec des campagnes satiriques, de la recherche, du plaidoyer, de la mobilisation citoyenne, mais aussi des plaintes aux instances de régulation. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a discuté avec le groupe de rap, qui ne font pas du tout, parce qu'ils n'engagent... qui ont une approche différente. Nous, on s'engage un peu avec l'instance de régulation au Royaume-Uni, mais tout en sachant qu'ils sont très problématiques. Et on travaille avec les communes locales au Royaume-Uni pour mettre des interdictions de publicité climaticide. Et on a eu des succès sur 3 communes qui ont passé des motions pour interdire la publicité climaticide, et c'était des motions pour une publicité responsable et base en carbone, à faible carbone. Et en fait, maintenant, justement, on est en train de suivre ces communes pour savoir comment elles mettent en place ces mesures. Mais c'est quelque chose qui a permis, en fait, à d'autres communes de mettre ça en place, en fait. On a, je pense que vous devez savoir, avec Amsterdam, qui était la première ville au monde à donner une interdiction, à mettre en place une interdiction contre la publicité fossile. Et récemment, on a Sydney aussi en Australie, on a Stockholm, qui est la dernière ville en date à passer une motion contre la publicité fossile. Et ouais, tout ça, ça a permis le fait qu'en fait, si d'autres villes voient que c'est quelque chose qui est possible, ça fait un peu effet boule de neige. Mais évidemment, c'est un peu un problème aussi dans le fait qu'on est obligé d'avoir des gens localement organisés sur place, parce que c'est des systèmes très différents. Et voilà, ce ne sera pas la même chose au Royaume-Uni ou en Suède. Mais on travaille très près avec différents groupes. Et on a, comme vous en avez parlé, le réseau Subvertisers International, avec lequel on était à Paris cet été. On a eu une rencontre avec le réseau RAP qui fait ses 30 ans, sauf erreur. Oui, c'est 30 ans d'activité. Récemment, il y a eu des campagnes à travers plusieurs villes en Europe qui ont détourné des panneaux publicitaires avec, pour viser, c'était vraiment le secteur aérien et le problème du greenwashing du secteur aérien. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui est... On est en contact avec ces réseaux, et aussi le monde du sport, en fait. Parce que le sport, c'est vraiment... il y a énormément de sponsoring de marques terribles pour le climat, pour la planète, pour les gens, pour les droits humains. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé, et on commence vraiment à en parler maintenant. Avec la Coupe du Monde de Qatar, c'est vraiment une opportunité pour vraiment mettre l'accent sur le problème de ce sponsoring dans le monde du sport. Merci beaucoup. Je voulais mentionner que nous aurons encore après la table ronde une lecture de textes critiques sur la publicité, drôles et aussi émouvantes, des textes qui nous ont
déjà été lu pour certains d'entre nous une fois à Lausanne il y a quelques semaines. Mathias Pernet, s'il est toujours d'accord de nous lire ces textes, pourra nous les lire pour conclure cette journée d'action sur la consommation durable et équitable. Dernière question que je voudrais poser à nos intervenants, que je remercie encore d'être venus jusqu'à Genève pour Thomas Bourgeonneau et puis d'être avec nous sur les réseaux sociaux, Émilie Ticarico et nos invités suisses et genevois. D'un point de vue de stratégie, on l'a déjà un petit peu abordé, mais comment est-ce qu'il faudrait formuler la question pour pouvoir convaincre des personnes qui sont éloignées de la politique, qui sont abstentionnistes, qui sont anarchistes pour certains. On voit que la cause de l'antipub séduit aussi des milieux qui sont très critiques par rapport au système parlementaire, et pour de bonnes raisons, puisque c'est un système qui est déficient à beaucoup de niveaux. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il suffit de dire qu'on est pour le commerce équitable, et le commerce durable et local, ou est-ce qu'on peut employer encore d'autres arguments? Est-ce qu'il faut mobiliser des nouvelles franges de la population? C'est pas un combat facile. Comment est-ce que vous voyez la question de la stratégie? Pour conclure. Nicolas, merci beaucoup. Bon, sortir de la pub n'a pas comme ambition de mobiliser les foules. Donc nous, on se focus vraiment plus sur le réseautage entre personnes qui sont déjà engagées dans la politique, pour qu'ils puissent apprendre les uns les autres et échanger, et pas à chaque fois recommencer un projet à zéro alors que la commune voisine fait pareil en fait. Pour ça, on a une newsletter, mais qui est avec une diffusion assez petite, mais on espère viser les bonnes personnes, quoi. N'hésitez pas à la rejoindre. On a aussi on vient de créer un compte LinkedIn où on espère aussi pouvoir là diffuser un peu plus largement et toucher des personnes qui sont pas dans ce combat pour l'instant. Super initiative. N'hésitez pas non plus à suivre la page LinkedIn du coup. Mais sinon, je sais pas, les anarchistes, j'ai pas trop compris, parce que à Lausanne, je pense qu'on a plus de mal à convaincre, disons, la gauche qui est pas très à gauche que vraiment les personnes plus à gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait assez bien qui est d'accord avec nous, et puis malheureusement, il y a toute une frange de gens, en tout cas engagés dans la politique ou dans les milieux conservateurs, avec qui c'est un dialogue de sourds. Alors comment est-ce qu'on pourrait reformuler les choses pour les convaincre? Peut-être l'exemple que j'aime bien, c'est la commune du Mont-sur-Lausanne, qui en fait un peu le même exemple que la commune de Puplinge, d'après ce que j'ai compris, où en fait la pub a été retirée déjà il y a quelques années, je crois 2017, 18, 19, je sais plus. Alors même qu'ils ont un conseil communal tout à fait à droite, c'est un peu la banlieue de Lausanne, mais là l'argument qui a fait mouche, c'est vraiment l'aspect paysager, quoi. C'est que la pub, c'est pas très beau dans les quartiers de villas, un peu sympa comme ça, et en fait il a suffi d'une personne qui a réussi à convaincre 2-3 collègues, et puis hop, la municipalité a enlevé les pubs, quoi. Et ça n'a pas fait de débat plus que ça. Donc pour dire que certains arguments, notamment le paysage, ou peut-être l'aspect aussi favoriser le commerce local, ça pourrait peut-être marcher envers d'autres, pour des personnes qui sont engagées dans d'autres luttes d'habitude. Non, mais effectivement, je pense qu'en plus de ça, il y a la question de la liberté. Parce que j'ai toujours le choix d'aller visiter un site internet si je veux acheter des chaussures, aller sur HBAR ou autre, d'avoir de l'information si je la recherche. Je peux aussi m'abonner à des newsletters, je parlais de la Touvière tout à l'heure, mais il peut y avoir d'autres entreprises ou organisations. Là, ce qui est problématique, c'est qu'en fait, je n'ai pas le choix. On est confronté à ça et ça occupe tout l'espace. Et tu parlais tout à l'heure de saturation, je pense que c'est le bon terme. Donc c'est aussi le deuxième volet
sur lequel il faut construire la campagne. Donc, évidemment, qui profite de ces campagnes d'affichage? De nouveau, ce n'est pas les petites entreprises locales qui elles n'ont droit de vote ici, donc c'est elles qu'il faut pouvoir toucher. Principalement, après il y a évidemment tout ce qu'on a déjà évoqué, mais on aura peut-être plus de peine effectivement à convaincre un large public autour de la nécessité de récupérer l'espace public, d'en faire un espace aussi de vie, de rêve, de construction collective. Oui, je reviens sur ce que tu disais Nicolas avant avec la FRC. Il y a quand même peut-être un point qui pourrait toucher certaines personnes, les assurances qui ont dépensé 62 millions sur nos sous en fait pour leur campagne de communication pour essayer de se piquer les clients les uns aux autres. Donc ça c'est peut-être un argument qui est assez terre à terre et puis qui peut toucher, de dire en limitant la publicité, en limitant les espaces publicitaires, on fait en sorte que nos assurances nous coûtent moins cher parce qu'ils dépensent moins. Ça c'est un biais aussi. Après, par rapport au fait que la ville, là on est peut-être dans quelque chose de plus technique, mais effectivement la ville de Genève, si elle a plus cet affichage, va plus avoir 4 millions par année. Alors 4 millions pour une personne, c'est beaucoup d'argent. On se dit je pourrais faire beaucoup de choses avec 4 millions. Après, c'est à mettre aussi en regard avec le budget de la ville qui est de 1,4 milliard par année. Et puis aussi, après on peut regarder aussi avec l'initiative de l'UDC JVI, JPay, où là la ville perdrait entre 50 et 60 millions par année. Ou bien avec certains qui souhaitent supprimer la taxe professionnelle, où là ce serait 110 millions qu'on perdrait. Donc on peut aussi mettre ces chiffres un peu en rapport les uns avec les autres pour relativiser cette perte. Comme tu disais, effectivement, c'est aussi on se crée un attachement, puis après on peut plus s'en défaire, quoi. Et si moi j'avais la recette miracle, on m'aurait dissous l'association il y a de bonnes années. Par contre, je vais juste évoquer une initiative qui pourrait être intéressante pour votre campagne. C'est un collectif qui s'appelle Plein la Vue, qui a beaucoup travaillé à Lyon ces 5 dernières années. Et au début de leur campagne, parce que eux ont ce qu'on appelle des règlements locaux de publicité qui peuvent être révisés pour savoir où est-ce qu'on peut mettre de la pub, où est-ce qu'on peut pas en mettre, quelle taille, quelle hauteur, et ça fait des documents complètement très français, très très compliqués à comprendre. Mais donc voilà, pendant ces révisions de règlements, il y a souvent des activistes qui se mobilisent sur la question pour avoir des règlements un peu plus ambitieux, des tailles plus petites, moins de publicité globalement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allé interviewer plusieurs centaines de commerçants et commerçantes avec un petit questionnaire. Et notamment, est-ce que vous, en tant que commerçant, vous utilisez des panneaux d'affichage? Et sur, je crois, 200 commerçants interviewés, il y avait 98% des commerçants qui n'utilisaient pas les panneaux d'affichage. Donc, quand vous arrivez avec vos élus un peu conservateurs qui disent oui, mais les commerçants, tout ça, en fait, si vous avez déjà fait ce travail-là, qui peut être fait en plusieurs samedis, après-midi, avec plusieurs militants, militantes qui ont un questionnaire fixe, sachant que parfois les commerçants et les commerçantes, le samedi, ils ont aussi du commerce à faire. Donc il faut trouver le moment où ils sont disponibles, mais voilà, si c'est un questionnaire qui prend pas 2 heures, mais genre 5-10 minutes, avec 3, 4, 5 questions sur ce thème-là, vous pouvez arriver en disant nous on a fait une petite prospective sur les commerçants et ils disent pas la même chose que vous, donc voilà, c'est une idée quand même qui peut être intéressante. Émilie Tricarico, vous nous entendez toujours? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, donc pour renforcer la lutte contre la publicité, à mon avis, on peut faire encore plus avec les alliances, travailler en alliance avec les mouvements de sobriété, de la lutte pour le climat et de santé publique. Le thème de la santé est aussi un problème qu'on n'aborde pas forcément à travers la publicité, ou qui est moins abordé en tout cas. Et sinon, l'argument financier est quand même un argument
je suis suisse d'origine, du coup je sais que les Suisses votent avec leur propre monnaie. Et c'est un argument très important en fait. À chaque fois qu'il y a des votations en Suisse, si l'argument financier n'est pas là, et donc en fait, nous on a fait une campagne, on est sur une campagne pour demander aux autorités publiques de transport au Royaume-Uni d'interdire la publicité climaticide et principalement des voitures. Il y a énormément de publicité automobile sur des réseaux de transport public, donc c'est complètement contradictoire aux objectifs de ces autorités de transport, et on a calculé comme quoi ça leur rapportait que 1% de leurs revenus d'avoir ces publicités-là. Donc en fait, de faire ce calcul est important. Et sinon, rien que faire des sondages en fait, auprès de la population. Nous, on a fait un sondage auprès de la population britannique et plus de 2/3 de la population voulait une interdiction de publicité climaticide et une baisse générale de la publicité. Donc le public est vraiment derrière, et c'est vraiment de montrer que il soutient ça. Il ne faut pas que les arguments de droite prévoient et réussissent à leur faire croire que ce serait un problème pour l'économie. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. On va passer aux questions, aux remarques du public avant d'entendre des textes critiques et poétiques sur la publicité. Oui. Madame Martine Carouge. Oui, désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, donc vous m'arrêtez si jamais ce que j'évoque a déjà été évoqué, mais j'ai pas l'impression, dans les arguments qui peuvent toucher, j'ai pas du tout, ça a très peu été évoqué, l'emprise sur l'espace public, et moi il me semble qu'il faut aller au-delà des convaincus, et je me demandais dans quelle mesure l'association des piétons et l'association des malvoyants a été contacté, parce qu'en fait cette emprise fait que les trottoirs sont vraiment pénibles pour toutes les personnes malvoyantes et aveugles, et pour les personnes diminuées dans leur mobilité, sans compter qu'un 1/5 de la population a plus de 60 ans, donc commence à être à avoir du mal. Et voilà, c'est une remarque principale, donc d'associer ces différentes associations. Et on voit que, par exemple, par rapport à la mobilité cycliste, le fait de s'associer permet de réclamer des espaces différents et du coup de réclamer un espace public qui soit un peu moins dévolu à la voiture, parce que tous ces panneaux d'affichage sont absolument pas sur l'espace routier. L'autre chose, c'est... comme a dit madame dont j'ai oublié le nom, qui est en visioconférence, si on veut convaincre les personnes de droite, c'est souvent l'argument financier. Et donc, vous l'avez évoqué, ce qui est promu dans les affiches a finalement engendre des coûts énormes, par exemple en termes de surpoids, d'obésité, en termes de pollution, etc., etc. Comme disait monsieur, il y a une liste que je me réjouis de voir, mais je crois que c'est de ça qu'il faut parler. Et puis juste un petit mot par rapport aux taxes. En effet, la taxe, ça génère aussi du personnel administratif, ça génère des coûts et très peu de revenus, donc ça, il faut absolument oublier. Voilà, donc guide, association, etc. Oui, juste pour répondre rapidement, effectivement, c'est un des arguments qui est d'ailleurs dans le comité unitaire, qui fait partie des flyers sur le fait de libérer aussi l'espace pour que les personnes à mobilité réduite, les poussettes, les personnes malvoyantes puissent effectivement passer. Et puis c'est vrai qu'en ville de Genève, souvent on parle aussi des questions d'affichage, que ce soit pour les déchets, des affiches pour guider les piétons pour aller d'un endroit A à un endroit B, des logos pour justement des endroits accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, tout cet affiche-là qui est public, eh ben, ce qu'on nous répond, c'est qu'à un moment donné où l'affiche, tu l'affiches. Donc, s'il y a trop d'informations, on n'arrive plus à suivre. Donc, d'enlever cette... Je vais juste en profiter pour donner une information. Il y a des prises de position, c'est très important pour le comité unitaire, pour les personnes qui vivent en ville de Genève, pour pouvoir nous permettre d'afficher en faveur
de notre initiative est d'avoir des mots d'ordre dans la brochure de votation. On a besoin de prises de position signées. Alors vous pouvez les signer, vous êtes en ville de Genève, vous les distribuez parmi vos amis qui seraient susceptibles de les signer. Merci beaucoup Catherine Marty pour votre remarque. Une question, encore 2 questions, et après on passe à la lecture. Alors, rapide si c'est possible. C'était une remarque. Je ne sais pas qui est le premier d'abord. C'est moi? Ok. C'est 2 remarques rapides, effectivement. Madame Marty a parlé d'obésité. Moi, je suis très sensible à l'argument de la santé publique qui a été évoqué par Madame Tricarico. Mais je prends l'inverse de l'obésité. Toutes ces images de femmes filiformes qu'on nous vend poussent certaines femmes, même beaucoup, surtout les jeunes, à dysfonctionnement sur le plan alimentaire. Ça, c'est reconnu. Et il faut savoir que des fois, ces images, c'est même très souvent, sont retouchées à l'ordinateur. Donc, ce qu'on nous montre, c'est ces images d'une femme qui n'existe pas, à laquelle, après, les jeunes filles essayent de se conformer au détriment de leur santé. Voilà, ça, c'est une petite remarque. Une autre chose qu'a dit Madame Tricarico, elle a parlé de porte-monnaie, d'argument économique. Là, j'aurais un petit argument, c'est peut-être un peu pointu ce que je vais dire, mais je trouve que quand on va acheter dans un magasin qui propose des produits en vrac, c'est-à-dire non emballés, sans marque et donc non sujets à publicité, faudrait ressentir un avantage réel. Parce que moi, il m'est arrivé dans ce type de magasin de payer plus cher encore. Ça, c'est pas normal. Excusez-moi. C'est pas, enfin, je vais pas faire des polémiques, mais si, quand même, un peu. Voilà. Je réagis très rapidement. Sur le premier point, on a fait un rapport l'année dernière sur le sexisme dans la publicité, où nous on se rend compte qu'il y a beaucoup de féministes qui voient des publicités sexistes et donc essaient de créer du bad buzz dans les réseaux sociaux. Nous on voulait éviter de faire ça parce que créer du bad buzz c'est créer du buzz. Et donc on a proposé pendant 1 an aux gens de quand ils voient des publicités sexistes de nous les envoyer. Et nous après on les a analysés et on n'a pas fait que ça, on a aussi refait tout un historique du sexisme dans la publicité où on se rend compte qu'en 1920 et 2020 les ressorts sont les mêmes. Et donc quand les publicitaires nous disent on a réglé le problème du sexisme et on va régler le problème de l'écologie comme on a réglé le problème du sexisme, quand on lit ce rapport on peut se dire que peut-être le problème n'est pas réglé. Donc je vous invite à aller le voir, je vais faire de la pub à mon site qui s'appelle antipub.org. Vous tapez sexisme dessus et vous allez tomber sur le rapport. Et deuxième point, juste c'est une petite anecdote, moi je suis venu en train là aujourd'hui, je pense que j'aurais payé moins cher si j'étais venu en avion. Pietro Magno, il y a un argument qui amène même plus loin celui que vous dites de la liberté, en fait, et qui fait assez mouche. Il n'y a pas de consentement qui nous est demandé quand on veut vendre notre attention, notre cerveau, notre imaginaire, mais simplement notre attention. Lorsque partout ailleurs, le législateur a très bien mis les consentements qui doivent être demandés quand on nous fait faire quelque chose. Émilie, vous souhaitiez réagir? Oui, on vous entend. Oui, non, j'ai pas de réaction encore. Aussi réagir par rapport aux femmes filiformes, retouchées, tout ça. La publicité, elle a aussi été dans le sens, elle a fait du greenwashing de taille mannequin aussi, je sais pas comment on dit ce terme, en mettant quelques femmes grosses, rondes, de toutes les couleurs, avec des rides, en mettant aussi, on n'a pas retouché cette photo. Et c'était vraiment du, je sais pas comment du pinkwashing, voilà. On va terminer là-dessus pour entendre les lectures sur l'antipub et remercier encore beaucoup nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour cette journée d'action et de réflexion sur la consommation durable et équitable. Merci. Merci.
J'espère que ce sera pas trop long. Donc, c'est quelques textes. En fait, on a organisé avec le CLIP, donc c'est le collectif de libération contre l'invasion publicitaire de Lausanne, 2 conférences à laquelle certaines personnes présentes ici étaient aussi, nous ont aussi fait le plaisir de participer. Et en amont de ces rencontres qui traitaient un peu des mêmes sujets, c'est-à-dire une actualisation de la lutte contre la publicité aujourd'hui, on a aussi sondé un peu dans les personnes qui sont peut-être pas représentées ici, parce que c'est aussi difficile de, parfois suivant le type d'action qu'on mène, de se montrer à visage découvert parce qu'on risque de faire face à de la répression. Donc on a demandé des témoignages sur les raisons voilà, c'était assez libre, donc je vais lire ces textes-là, et puis j'ai fait quelques coupes pour la concision. Donc voilà. Un texte qui s'appelle Parapluie. On se retrouve devant la gare. En attendant les derniers, on se met de côté à un coin de rue. Mon cœur bat un peu, comme si on allait faire une connerie. Mais tout est légal. L'heure d'affluence est prévue dans 5 minutes, quand s'arrêteront les trains de grande ligne. C'est le moment d'agir. On entre dans le hall. D'un côté comme de l'autre, il y a ces énormes affiches d'1 mètre par 3, des pubs pour des gymnases avec des biceps d'hommes et de femmes, et les fesses aussi, de la femme. Des pubs pour des cartes de crédit, avec des avions, des avantages fidélité pour les voleurs de plus de 10 000 milles. Des pubs pour un soda à servir frais, au milieu de l'été, avec des éléments de banquise au fond et un ours polaire. Pour du béton, avec de la nature en fond, des glaciers, des arbres, et un fondu vers des dalles préfabriquées pour une belle place de parking. On se prépare. Première constatation, les affiches sont si grandes qu'à moins de 6 mètres à 3 par panneau, on ne recouvrira rien. En plus, on ne couvre que 6 affiches et demie sur une bonne douzaine que compte le couloir. C'est en tentant de les recouvrir qu'on se rend compte de leur nombre et de l'espace qu'elles occupent. Il faudrait être 4 fois plus pour couvrir les 2 couloirs, ou 12 fois plus si on voulait recouvrir aussi les pubs des quais, soit au moins 240 personnes, et tout cela sans compter le hall principal, les petites pubs esselées sur les piliers, les écrans de télé placés comme des joues dans les escaliers ou en dessus des portes, et puis encore les panneaux à toutes les entrées de la gare. Si on voulait extrapoler cette stratégie au niveau de la ville, il faudrait être des milliers. On ouvre les parapluies, et les avions, les hamburgers disparaissent un moment. On les supplante un moment par nos corps de gens normaux, un peu trop gros, un peu trop maigres, un peu trop grands, un peu trop petits, un peu trop pauvres, un peu trop vieux. Les parapluies font écran dans notre dos, et sur ce fond se détachent nos visages. Neutres, changeantes, heureuses ou pas, nos expressions se superposent à l'éternel sourire satisfait des personnages de la pub. Nos gueules n'ont pas cette suffisance, tant recherchée dans la surconsommation. Elles ont plutôt ces expressions de banale normalité, avec ces aveux de faiblesse et d'interdépendance, qui sont celles d'animaux sociaux. Avec nos parapluies, on se sentirait stupide si on n'était pas une petite foule. On aurait l'air gêné, et on plierait bientôt devant les regards que nous adressent à peine des passantes et des passants majoritairement affairés et suspects de la disruption du quotidien. Ces regards auraient vite fait de nous remettre à notre place. Coupe-toi les cheveux, trouve-toi un boulot. Vous êtes les perdants de la mondialisation. Est-ce qu'on est vraiment là parce qu'on est les losers du capitalisme? Quelque part, oui. On a sûrement fait l'expérience de l'échec, en même temps qu'on remarquait que la course tout entière y est vouée. On sait que tout le monde est perdant, c'est le principe. Il ne peut y avoir qu'un gagnant. Ramsès II, Jeff Bezos, Xi Jinping, même combat. Et 10 milliards de losers dont le chef n'attend rien de mieux qu'ils souhaitent eux aussi devenir le calife à la place du calife. Parmi les personnes qui nous passent devant, je me demande si les plus hostiles ne sont pas celles qui courent le plus hargneusement pour devenir calife, fuir leur propre faiblesse, celles qui ont peur de perdre un avantage durement acquis. C'est vrai que si on éteint les rêves imposés, comme le font nos parapluies, alors tous les efforts effectués sont en vain. Mais on voit aussi que les personnes qui galèrent nous savent que les dés sont pipés. Mais on voit aussi que les personnes qui galèrent et savent que les dés sont pipés, qui courent le minimum parce qu'elles n'ont aucune chance, ni aucune envie de gagner, qui ont accepté de perdre à ce jeu-là en sachant qu'elles vont gagner à d'autres, avec d'autres règles, l'amitié par exemple, qui est plus difficilement capitalisable que la conquête, la sincérité, l'honneur, le bon temps, pas cher. En me tenant là dans le couloir, je me dis que ma présence est comme une invitation toute bête, une invitation que je comprends qu'on décline. À tomber un moment les masques d'aérobic, les écrans de fumée, de bagnoles, de fringues,
une proposition de se regarder pour de vrai et de se demander, à part toutes ces choses qu'on aimerait nous faire désirer, à part tous ces désirs imposés ou ces désirs d'imposer, au fond, qu'est-ce qu'on aimerait? Est-ce qu'on ose commencer à y réfléchir pour de bon? Si ce n'est pas des muscles et d'avions et de silhouettes menaçantes, de quoi est-ce qu'on rêve? Si on arrive à s'abriter de la course généralisée, à s'extirper de la lutte de tous, toutes contre toutes, est-ce qu'on ose mettre au centre la question de savoir ce qu'on aimerait? Est-ce qu'il existe encore des désirs au dehors? Un autre texte un peu plus bref, d'Anonyme. C'est cette insupportable frustration de voir dans l'espace public l'apologie d'un consumérisme écocidaire des plus abrutissants, sans vent contraire, sans autre son de cloche. C'est cette révoltante sensation que l'on jette de vulgaires cacahuètes à mon prochain, à ma voisine, à tous. On les enjoint à croire en un bonheur matériel mais chimérique, en un monde idyllique bien éloigné de la réalité. Le tout dans une logique de panem et circens, du pain et des jeux. Alors, on contre-attaque, on choisit la facilité, pour faire passer notre message, à savoir qu'on nous ment et qu'il y a d'autres priorités, d'autres valeurs. Anonyme, un autre anonyme. J'ai participé à plusieurs actions collectives contre la pub. Lors de certaines actions, on a recouvert des affiches et remplacé celles-ci par d'autres pour faire passer nos propres messages. De façon individuelle, j'ai aussi posé des autocollants sur les panneaux. Cette action peut se faire n'importe quand. Face au message de la pub, je ressens parfois de la colère et parfois de l'ennui ou de la tristesse de voir toujours les mêmes mensonges et images stupides. En agissant collectivement contre l'affichage de rue, j'ai appris que l'on pouvait se donner un droit de réponse. Cette lutte ou mode d'action m'a donné plus de confiance hors de chez moi, dans la rue. Et lorsque par la suite j'y agis seul, j'ai remarqué que les passantes ne réagissent pas. Ça aide à réaliser que si on fait les choses dans la rue en se montrant convaincu, ça passe. J'ai grandi avec les valeurs de notre société, dans laquelle je m'occupe de mes propres affaires et je m'inquiète du regard des autres. La lutte contre la pub m'a permis de me rendre compte que l'espace public n'est pas rempli de peur et d'interdits, mais est un espace où il est légitime que nous agissions. Je pense que c'est cet aspect émancipateur qui est intéressant dans les actions contre la pub. En plus, cela me permet de dénoncer le capitalisme, le sexisme et la surconsommation. Et un dernier qui est sous forme de poème, qui s'appelle « Les oiseaux rouges ». La nuit chante les oiseaux rouges, claquant dans les ruelles, pour accompagner les rebelles. Tels les pics verts qui taillent le bois, leur bec de fer, ils taillent les lois. Écoute, Lausanne bouge, c'est la douce casse des caresses sur la glace. Se joignent alors les alarmes, la symphonie devient vacarme, que seul arrête des cris stridents, des poulets abondants. S'envolent les oiseaux rouges, qui reviendront les nuits prochaines, tant que nous aurons des chaînes.